Bonjour à vous, ODH Note, auditeur ou simple curieux qui découvre pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans ce nouvel interview d'ODH TV ou des mémoires de l'ufologie française pour les générations futures, où je retrouve une nouvelle fois Éric Zurcher, ufologue et spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France. Bonjour Éric. Bonjour Gilles. Ton livre est sorti en septembre, on s'était vu en octobre 2018. Tu as réalisé plusieurs interventions, dont à Il faut conscience d'Olivier Tsdona, mais également à Zone Parallèle animée par Carole Lozé. Tu as fait aussi des conférences, notamment à Paris en janvier dernier. Est-ce que tu as eu des retours suite à ton livre ? Alors j'ai eu quelques retours, oui bien sûr, mais comme tu le sais, moi je ne suis ni sur les réseaux sociaux, je n'appartiens pas vraiment au milieu ufologique non plus, bien que j'ai beaucoup de relations, et je me débrouille pour, pour filtrer un maximum les choses. Donc oui, j'ai eu quelques retours de personnes dont j'ai accepté le mail et le contact parce qu'elles voulaient me demander des choses précises, mais les concernant elles, parce qu'elles avaient vécu certaines choses. Donc là j'ai accepté, j'ai vu à qui j'avais affaire, j'ai accepté de répondre. Mais autrement, non, j'ai pas spécialement... oui, il y a des retours en périphérie, mais pas directement. Je me débrouille toujours pour mettre des filtres. Voilà. J'ai cru comprendre que tu allais participer prochainement à un week-end de conférences à Laon, dans le département de l'Aisne. Alors, tu fais ta conférence le week-end du 18 et 19 mai C'est ça, ouais. 2019. Oui. Alors déjà, c'est dans le cadre de quel type de conférence ? Alors, c'est les réalités invisibles, c'est-à-dire que ça balaye, c'est pas strictement ufologique, ça balaye un peu large, hein, on va dire. Voilà. Donc moi, je ferai une conférence, oui, sur le thème ufologique, mais plus orientée sur OVNI et conscience. Mais en relation avec ce qui remonte du terrain, je pense que je vais essayer de faire une synthèse pour expliquer un peu de quoi on parle finalement. Toujours en revenant au terrain, c'est-à-dire on parle de ça, mais quels sont les cas qui induisent ça finalement? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, je vais plutôt partir sur cette base-là. Et après, j'expliquerai un petit peu les problématiques par rapport à notre culture, par rapport au paradigme sur lequel on repose, dans lequel on vit, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire finalement. Donc oui, c'est bien une forme d'approche qui est en relation avec ce que je suis, hein, finalement. J'essaie toujours de faire une synthèse, d'essayer de présenter les différents aspects des choses, puis après chacun prend l'information et se fait son idée. Voilà. Moi j'arrive pas en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je dis voilà ce qui se passe, voilà comment on peut l'interpréter. Il y a plusieurs interprétations possibles, c'est vrai. Il faut bien comprendre pourquoi ça heurte tellement en plein fouet la culture sur laquelle on repose et quels pourraient être donc les aboutissements de ça. Voilà. Et après chacun va s'emparer finalement de ce que je vais dire et puis se faire sa propre opinion. C'est un petit peu mon idée chaque fois. Parlons d'un autre cas aussi qui m'a fasciné dans ton livre. Et tu en avais parlé à la conférence de Grasse, il me semble, en octobre 2018. Un cas qui s'est déroulé le 20 juillet 1968 en Roumanie, qui a été d'ailleurs traduit du livre UFO over Romania par Jessica. Absolument. Comme ça on la nomme, même si elle n'aime pas. Et oui. Oui. Et qui a fait une fiche de lecture là-dessus sur le site odhtv.fr aussi. C'est le cas de la forêt Oyabachu, avec les entités au museau et leurs petites lueurs au-dessus. Ouais. C'est... Ah ouais. C'est effarant comme ça. Ah ça c'est effarant ce cas. Et tu peux parfaitement le réduire, un sceptique le réduirait immédiatement. J'ai donné la façon de le faire dans le commentaire, hein, de le réduire, parce que il y a encore un élément humain invalidant là-dedans. Alors c'est vrai que là il faut chercher pour le trouver, mais une fois que tu l'as trouvé, tu te dis bon, ça ressemble quand même pas mal à ça. Hein, parce que quand tu prends le cas pour la première fois comme ça, tu te dis deux scientifiques qui observent ça aux jumelles, mais quand même pas trop loin. Tu te dis, mais ça encore une fois, ça n'a ni queue ni tête, hein, cette histoire.
Mais tu as vu que l'explication qu'on pourrait donner d'un point de vue réducteur mettrait un petit peu de sens dans le cas au prix d'une énorme confusion des témoins quand même. C'est là le prix à payer. Hein, parce que ils ont quand même parlé de petits êtres avec un visage très bizarre. Surtout qu'il se passe en plus dans une forêt déjà très bizarre. En plus, qu'est-ce que c'est? C'est les témoins qui ont confusé et qui ont mal compris ce qu'ils ont vu, avec une simple, entre guillemets, exfiltration d'agents dans la forêt en question, ou est-ce qu'on a affaire à un phénomène qui a mis des éléments mimétiques d'époque en plus, parce qu'aujourd'hui on ne se sert plus de ça. Voilà, ta question est posée, encore une fois, hein, tu es là. Si tu es honnête, tu dois reconnaître que tu es comme ça. Et après, selon si tu es un ufologue, bon, tu diras non, c'est un vrai cas. Non, non. Si tu es un sceptique, tu diras bah, c'est évident que c'est ça, il y a confusion et voilà. Mais en vérité, t'en sais rien, tu n'y étais pas. Et sur les éléments que tu peux avoir un doute. Et j'ai eu du bol de trouver ça, hein, parce qu'au départ, je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire quoi, quand j'ai lu ça, j'ai dit. Parce que tu as vu, il y a plusieurs ballons là, dans cette histoire. Et on ne les voit pas trop disparaître, il y a plusieurs ballons. Or, l'histoire de la récupération par ce système avec l'avion qui a un nez comme ça, il y a un ballon, un gros ballon qui se lève, le gars est harnaché et l'avion en passant, il enlève le gars direct. On s'est servi au Vietnam en exfiltration de choses comme ça, et il y a même un film de James Bond où il est enlevé comme ça à la fin. Bon, on est dans les années 70, c'est là. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas. Y a-t-il eu confusion? Deux scientifiques auraient fait cette confusion? Surtout que là, c'est un cas très important. C'est deux scientifiques, les témoins. Mais oui, ils ont décrit des gens avec des museaux de groins petits. Enfin, ça correspond encore une fois, ça. À un niveau groin, ça rappelle le cas de Gavre. Oui, dans le Morbihan. Mais il y a des cas comme ça. Hein, et tu as plein de cas où tu es comme ça. Le cas qui se passe à Cuba là, est extraordinaire, je trouve aussi. Attends, le gars, le paysan, là, tu te dis, c'est un paysan qui va dans son pré, enfin dans son potager tous les matins. Mais avant, dans sa jeunesse, c'était un gars qui était mécanicien sur les hélicoptères. Il connaît par cœur les hélicoptères, le gars, il connaît que ça. Il voit arriver ce truc, il a parlé d'une carapace de tortue, qui était peinte en vert en plus, comme un appareil militaire camouflé, mais il n'y avait aucune pale, il n'y avait rien. Il se pose comme un hélicoptère, il fait même du remous d'air. Et il voit un être pour le moins bizarre avec un espèce de ce qu'il appelait un masque, mais qui ressemble un peu à un groin. Hein. Il est bizarre son masque. Qui fait le tour, qui ramasse deux potirons là, qui les jette dedans et le tour est joué, ils s'en vont. C'est encore un cas qui te laisse sans voix, quoi. En plus, il laisse des traces, le machin. On est dans le domaine de la cueillette, hein, bien entendu. Encore, ouais. Voilà. Mais ça. Qui est d'ailleurs très humain, la cueillette. Ah bah oui. Ben oui, et qui est mimétique aussi, bien entendu. Alors on peut dire, oui, ce sont des ingénieurs, c'était l'idée au départ, hein, ce sont des ingénieurs agronomes extraterrestres qui viennent prendre des échantillons de la faune, de la flore. Oui, parce que nous on fait ça avec nos petits robots sur Mars, etc. Voilà. Donc tu te dis ça, tu vois, mais tu t'aperçois que c'est une activité mimétique aussi, et peut-être parodique d'ailleurs, encore une fois, et le cas, évidemment, on n'a ni queue ni tête aussi, comme tout le reste, hein, d'ailleurs. Mais c'est assez fascinant, il ne faut pas rêver, hein, c'est de la démonstration, là. C'est des scènes qui nous sont montrées, c'est de la démonstration, c'est pas du tout qu'ils viennent prendre un potiron devant le paysan du coin. Hein. Donc tu disais que ça t'a rappelé un autre cas ailleurs? Oui, mais des cas intéressants quand même, il y en a. Comme dirait Joël Ménard, les cas jumeaux. Oui, c'est ça. Quand je dis qu'il faut toujours regarder 10 ans en amont, 10 ans en aval, c'est ça que je veux dire, hein, tu as des cas. Il y a un cas au Québec qui m'avait assez intéressé, il m'avait fasciné. Mais
voilà, un gars sur un pont qui voit 3 êtres vraiment bizarres avec des femmes avec un aspect asiatique, tout habillé en noir, avec des pantalons à poche, etc. Bon, tu te dis, ouais. Et puis, la route, il n'y a plus rien. Et puis, il regarde sur le pont en bas, il voit un appareil, ben, tiens, triangulaire. Et puis, sans rien dire, les 3, là, ils s'en vont, ils descendent, hop, et puis ils rentrent dans l'appareil, mais direct. C'est-à-dire qu'ils passent à travers la paroi. Direct. Alors, il y a un seul cas comme ça, répertorié début des années 60 aux États-Unis, où je crois que c'est un gamin, a vu les êtres entrer directement dans l'appareil, comme ça. Alors, j'ai pas pris le cas, parce que, en fait, je me suis aperçu que la personne qui relatait le cas, connaissait très bien l'ufologie, à certains détails. J'ai fait faire ma petite enquête au Québec. C'est un dépôt anonyme sur un site réservé à cet effet. Il y a un certain nombre de modalités, de paramètres qu'il faut connaître, et puis si tu vois, ça va pas, tu prends pas le risque. Quand tu prends le risque, c'est que ça a l'air sérieux, qu'il y a 1, 2, plus témoins, il y a une enquête déjà, etc. Quoi. Les sources sont traçables, tu sais qui a fait quoi, qui a vu quoi, voilà. Parce que sinon... Alors, dans ton livre, page 337, pour les auditeurs, tu mentionnes qu'un pilote de Mirage 3 dans les années 60 a accroché un ovni. Oui. Le témoin a pensé que cela venait du futur. Alors pourquoi a-t-il pensé cela? Ça c'est un cas très étrange, je le connais très bien, hein, pour d'autres raisons. Ils étaient 2, ils l'ont accroché, ils étaient à vitesse maximale, donc Mach 2, 3 je crois, de mémoire, ça doit faire 2500 km/h à peu près. C'était un point très brillant qui avait un comportement intelligent devant, et puis tout d'un coup le truc a démarré, et ils l'ont suivi au radar Cyrano. Je peux te dire, il m'a cité le nom du radar Cyrano, qui est très connu des milieux aéronautiques, et pendant quelques secondes, l'objet a dû passer à 7-8 000 km/h, et pendant quelques secondes, ils ont vu le bip, 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 pap, et plus rien sur le radar. Bon, ok, donc c'est un cas assez classique d'observation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu une discussion avec lui, pour d'autres raisons, parce qu'il a connu quelqu'un qui est un écrivain connu et qui avait fait une observation en montagne, etc. Mais il m'a dit, mais moi j'ai eu tout de suite la certitude, j'ai eu comme une information qui est arrivée comme ça, j'ai dit, ce truc-là, ça vient du futur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te permet de dire une chose pareille? Il me dit, je sais pas, mais je sais que c'est ça, j'en ai eu l'intuition immédiate, et c'était tellement étrange, et je l'ai toujours gardé, et aujourd'hui c'est ma certitude, c'est comme ça. Voilà, c'est le cas de ce pilote que je ne cite pas. Il n'est plus pilote, il n'est plus dans l'armée de l'air, hein, il a 60 ans passés hein, aujourd'hui. Mais je le vois encore régulièrement. C'est un des témoignages vraiment à la fois relativement banal, si tu regardes bien. Mais en même temps, de la façon dont il te le présente et tout, on voit que ça l'interroge toujours, hein, il y a très longtemps, et pourtant il est toujours là à penser à ça. Et il me dit, moi, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, moi je sais, j'ai vécu ça et je sais. Voilà. Pour rester sur ce cas, le fait qu'il ait reçu finalement cette information, ça plairait à Philippe Solal. On le suppose, oui. Ça plairait à Philippe Solal, qui viennent du futur. Est-ce un énième subterfuge du phénomène sur la post-technologie, puisque dans les années 60, il n'y avait pas ce type d'avion, et puis bon, encore aujourd'hui, on en est loin, mais on s'approche, quoi. Oui, alors tu observes ça, effectivement, souvent dans les observations rapprochées, tu as à la fois un aspect mimétique de notre propre technologie, qui est une forme de parodie, hein, quelque part. Et parodie en littérature égale critique, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est une critique, la parodie. Et en même temps, on te montre des choses qu'on ne comprend pas tout de suite sur le coup. On voit vaguement que c'est futuriste, et on s'aperçoit quelques années après qu'effectivement, dans des mangas, dans des dessins animés ou dans des productions technologiques classiques, on a ça. Donc on a l'impression d'un espèce d'aller et retour entre le temps présent, des fois un peu le passé, et le futur. Comme si cette intelligence opérait un petit peu hors espace-temps finalement. C'est une réflexion importante parce que d'autres données
conduisent à ça, à cette réflexion-là. Mais encore une fois, on est un peu entre l'œuf et la poule, là. Qui de l'œuf ou de la poule, hein, parce que on est toujours limite dans cette zone, au lieu d'avoir un fil précis, si tu veux, au lieu d'avoir un curseur précis, on a l'impression qu'on est à 10 ans, 10-15 ans devant et 10-15 ans derrière. Et ça évolue dans cette tranche-là. Ça aussi, il faudrait une étude à plusieurs, tu vois, en équipe, là-dessus. Mais quand tu connais bien ces cas, tu t'en aperçois assez vite, hein, quand même. Est-ce qu'on observerait aujourd'hui un appareil posé au sol avec des tuyères sur les côtés, par exemple? Alors c'est arrivé encore dans les années 70, il y a un cas au Québec. Où ça fera un peu la mode steampunk. Ouais, l'objet était en l'air et puis ça... Voilà, il avait des tuyères, enfin il y avait des jets sur les côtés comme des tuyères et il tournait comme ça. Bon, mais c'est vrai que c'est très anachronique. Aujourd'hui, ce serait plutôt anachronique. Et puis tu vois en même temps des choses souvent très futuristes que tu comprends pas trop, mais tu t'aperçois 10-15 ans après que ouais, on n'est plus très loin d'avoir fait ça. Donc on constate. Encore une fois, tu as l'impression d'une intelligence qui a accès à cette information totale, mais sur une plage assez longue, et qui se sert de ça pour nous montrer un certain nombre de choses. La question, c'est est-ce qu'il y a un message là-dedans? Est-ce qu'il y a un message symbolique, un message un petit peu plus précis que symbolique, qu'on aurait du mal à appréhender? Rappelle-toi toujours, 1 cas sur 10. Il y a 9 cas qui ne sont pas connus parce que les témoins ne parlent pas. Tu parles des MIB, c'est très bien. Donc, prévision du futur ou du post-événementiel, souvent, tu en as parlé dans les précédentes interviews. Oui, oui. Donc, comme tu dis, ça leur rappelle les affaires de Men in Black, des voitures de marque inconnue, des vêtements soit trop en avance, soit trop vieux. Oui, tu as raison, ils sont soit à la traîne, soit trop en avance. C'est ça, c'est curieux. On dirait que ça opère sur une plage temporelle de 40-50 ans. Sans discrimination. C'est très très curieux. Moi pour les MIB, bon, pendant très longtemps, j'ai pensé que bon, c'était des agents gouvernementaux qui venaient faire pression sur les témoins et leur dire de garder le silence, hein, ou de récupérer des infos. Bon, c'est ce qu'il y avait de plus logique. Et puis, il y a quand même des choses très bizarres. L'activité MIB est quasiment similaire dans la structuration au RR3, hein, sous une autre forme, mais c'est la même chose. Et puis ça apparaît et ça disparaît sur place comme les RR3 aussi. Et puis, j'ai un ami proche, qui n'est pas n'importe qui en plus, qui a été témoin d'une apparition de MIB en plein jour et dans une salle où il y avait pas mal de personnes. Et il a ressenti tout de suite qu'il y avait un problème conscientiel. Il s'est retrouvé dans un état de conscience modifié. Et alors après, il a demandé, mais les gens aussi l'ont vu, ce personnage qui est venu à côté. Et ça a été le départ, si tu veux. Chez moi, j'ai un petit peu relativisé ma position. J'ai dit, bon, peut-être qu'il y a... c'est pas simplement un aspect connexe, comme on dit. Il est possible que ce soit un tout par rapport au RR3 et aux apparitions rapprochées. Ce ne serait pas une espèce de forme d'élément invalidant de la part du phénomène pour dire, ben non... Oh ben c'est d'une telle absurdité que ça ne peut être qu'invalidant, mais de toute façon les RR3 sont très invalidés ouais, c'est elles-mêmes. Une nouvelle forme de RR3 sans apparition. Ouais, voilà, par exemple. Parce que tu as quand même des cas où... pour être dans l'air du temps. Ouais, parce que tu as quand même des cas où les MIB rentrent chez le témoin. Déjà, comment savent-ils? Le témoin n'a pas parlé à personne. À personne de son observation. Eux savent. Comment savent-ils? Donc, ils rentrent chez le témoin, déjà ils ont une bobine pour le moins bizarre, ils ont un accoutrement pour le moins bizarre, ils posent des questions qui n'ont ni queue ni tête, ils partent dans une vieille bagnole qui a 40 ans ou 50 ans, il y a même un cas où ils prennent, c'est dans la campagne, ils prennent une voie sans issue où il n'y a rien au bout, et c'est barré en plus. Le témoin il court après, il voit la voiture prendre cette direction, il arrive, il n'y a plus rien. Ça te rappelle quelque chose, je veux dire, c'est... La moitié des RR3 se déroulent de cette manière.
Et je me demande honnêtement si l'aspect connexe en question ne serait pas en partie, bien qu'il y ait une teneur mythologique là-dedans, hein, bien entendu, parce que le Men in Black, quelque part, c'est une forme postmoderne du diable, hein, aussi. Mais je me demande si c'est pas un aspect tout simplement des rencontres du troisième type et donc du phénomène. Voilà, on peut poser la question comme ça. Je trouve que le MIB est une intrusion plus aiguë, plus délibérée dans notre environnement que l'OVNI d'une manière générale. Pour les auditeurs, toujours page 220. J'ai regardé de nombreuses fois la vidéo de l'AQ, donc Association québécoise d'ufologie, le cas de l'accroche en 2005. Un cas fascinant qui en rappelle d'autres, aux États-Unis d'ailleurs, ou même en Afrique du Sud. Qu'en as-tu pensé? Parce que tu l'as mis dans ton livre. Parce qu'au début, c'est surtout une rencontre rapprochée du premier type, avec une espèce de lueur qui bouge sur le lac. Mais après, ça devient rocambolesque. Ça devient un peu tout. Hein. Ben, y a des apparitions de MIB, et en plus... enfin, de faux policiers. Totalement anachroniques, dans l'habillement, dans les questions qu'ils posent, voilà. Et puis, il y a une abduction, apparemment. Donc il y a des allers-retours entre l'accroche et le village où ils habitaient. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le cas s'étend sur plusieurs jours. Donc il est intéressant pour ça. Et je l'ai mis parce que c'est un cas de MIB et je voulais montrer aux lecteurs de quoi il s'agissait pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est pas une RR3, hein, le cas de l'accroche. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, ce qu'on peut penser de ces histoires-là, c'est qu'elles ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête d'un point de vue... rationnellement humain, quel que soit l'angle sous lequel tu le prends, il a ni queue ni tête, il est absurde. Et il y a beaucoup de choses, et plus il y a de choses, plus c'est absurde. Il y a une abduction dedans, mais maintenant il y a très souvent des abductions. Les abductions ont pratiquement remplacé apparemment les RR3, et elles commencent d'ailleurs à être grignotées elles-mêmes de l'intérieur par autre chose. Mais on ne sait toujours pas à quoi on a affaire avec les abductions, puisque il y a un paradoxe extraordinaire dans l'abduction. C'est que dans l'abduction, le phénomène se rapproche encore plus de toi, même jusqu'à aller dans l'intime d'ailleurs. Mais en même temps, notre capacité de préhension sur l'information sur le cas diminue. Donc plus le phénomène se rapproche, plus notre capacité de préhension diminue. Plus il nous échappe. C'est extraordinaire. Mais là aussi, tu es devant un dilemme. Hein. Parce que là, bon, il est question de MIB, ok, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, puisque j'ai changé un petit peu ma position là-dessus, je suis plus ouvert à ces histoires, que je vois un peu comme une continuation des RR3 sous une autre forme. Mais la RR4, l'abduction, pose encore de tout autres problèmes. On n'arrive pas à cerner les contours, en fait, c'est vraiment très très curieux. Mais il faut dire que celui-là est particulièrement carabiné, hein, le cas de l'accroche, hein, parce que les policiers habillés à la façon 1950, qui demandent une carte d'identité au témoin alors que ça ne se fait jamais. J'ai pris mes renseignements hein, au Québec. Ça ne se fait jamais, les procédures, les protocoles sont autres. Donc, enfin, il y a tout qui cloche quoi, là-dedans. Mais c'est vrai que le cas de l'accroche n'est pas des plus faciles à... Parce qu'il y a des niveaux d'absurdité. Si un témoin sur le bord de la route, bon, il voit un objet posé au sol avec un être qui remonte à toute vitesse dedans et le truc part à toute vitesse, bon, c'est absurde par rapport à l'établissement, si tu veux, mais on va te dire que ça ne peut pas exister, donc c'est autre chose. Mais pour le témoin, pour le milieu ufologique, bon, c'est pas... les R3, on connaît, le truc est reparti, bon, voilà. Et là, on est dans autre chose, là, c'est un niveau d'absurdité qui est multiplié par 100. D'où le problème de ces cas, hein. Beaucoup préfèrent les ignorer, on ne peut pas leur jeter la pierre hein, non plus. Moi, je pense qu'il faut quand même les regarder de près, les analyser, mais je comprends aussi celui qui dit non, je ne peux pas. Je prends, je jette, c'est pas possible. Donc c'est sûr, c'est plus confortable. Intellectuellement, je reconnais, voilà. Mais des fois, il faut avoir le courage hein, de mettre le nez dedans et puis de voir un peu qu'est-ce que tu peux en tirer. Honnêtement, on n'en tire pas grand-chose, sinon que les structures sont toujours les mêmes. Hein. Il y a ostentation, il y a illusivité à la fin, tu as un scénario plus ou moins absurde au milieu, et voilà. Revenons un instant sur l'affaire de Saint-Zénon, enquêtée par le Garpin. Oui. Tu as mentionné de nombreuses fois la ressemblance de l'entité avec des films de science-fiction et de super-héros. Est-ce
le témoin ou l'enquêteur qui identifie selon sa culture du moment, ou le phénomène qui s'adapte à ce que nous voulons voir? Ah, pour moi, c'est une adaptation du phénomène. C'est pas le témoin. Le témoin, lui, il a décrit sans trop comprendre ce qu'il avait vu. Toujours d'un point de vue ufologique, hein. Attention. Bon. C'est-à-dire, d'un point de vue ufologique, tu as quand même un choix. Tu dis non, ce cas-là, il est délirant, j'en veux pas, m'intéresse pas, il n'y a rien à en tirer. Ou tu dis, bon, le témoin a l'air correct, honnête, bon. Donc, quelle est l'information qui est transmise? Déjà, qu'est-ce qu'il décrit, etc. Et là, tu t'aperçois que les lumières dans les mains, bah, tout le monde connaît, hein, on voit que ça au cinéma, dans le cinéma Avenger et compagnie. Bon, les combinaisons, va voir sur certains sites russes, tu trouveras pratiquement les mêmes. Les casques aussi, d'ailleurs, on n'est pas loin. Quoique le casque qu'il décrit était modulaire, hein, il bougeait, mais tu vois ça dans certains mangas, mais c'est des dessins animés. Le casque qui bouge, qui s'enlève, etc. Donc ça, il le décrit aussi, mais le point fort, c'est pas ça. Le point fort, c'est... tu revois la scène quand il rentre, il est à genoux, il est accroupi, l'être. Et en fait, on voit qu'il y a une déformation anatomique, puisque en fait, il repose sur la moitié de ses jambes, comme sur un tabouret. C'est ce qui a beaucoup surpris le témoin. On le voit dans le dessin que j'ai fait, mais tu peux aller sur le site du Garpan et tout, tu verras, tu en as beaucoup de dessins comme ça. Alors il faut rappeler quelques bases anatomiques, hein. La cuisse, en dessous du genou, la jambe. Hein. Et donc dans ce cas-là, il semblerait qu'il y ait une autre articulation au milieu de la jambe, puisque la jambe c'est incliné à 90 degrés comme ça. Et quand il s'est relevé, clac, 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 tout s'est remis en l'état. Mais ça tombe pas du ciel. C'est présent dans un film qui date de 97 et qui s'appelle The Arrival, celui qui arrive. Et tu as la scène où tu vois exactement ça dedans, où tu vois la jambe qui se remet en place comme ça et tout. Donc, où le témoin a vu le film et il a monté un bobard à partir d'éléments qu'il a pris à droite à gauche, et c'est ce que te dira toujours un sceptique, ou alors tu as affaire à une intelligence qui nous montre des choses, et tu retombes sur ma définition, l'introduction dans notre réalité, hein, de l'incrustation dans notre réalité, de scènes artificiellement montées, et qui évidemment nous échappent chaque fois, une fois le film terminé, ça nous échappe, quoi, hein, c'est, voilà. Tu peux tabler sur une hallucination du témoin aussi, mais là je crois pas, puisque sa femme quelques jours avant voit un ovni qui la paralyse à travers les baies vitrées en pleine nuit, et à ras de la maison, et justement au-dessus de la fameuse grange, là. Donc moi je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ou ils ont monté un bobard pour des raisons qui les regardent, ok. Le Garpan a quand même fait un livre de 350 pages, hein, sur cette question, avec une enquête qui a duré des années et qui continue d'ailleurs. C'est pas rien. Si on avait un livre pour chaque cas de RR3 un peu sérieux, on n'en serait peut-être pas là. Donc ils ont fait un travail magnifique. Donc, ou c'est un bobard, ou ça s'est passé comme il a dit. Mais dans ce cas-là, les éléments dont je viens de te parler, ils amènent quand même de sacrées problématiques. Et je pense que n'importe qui est capable de le comprendre et pourrait se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui serait capable de faire ça? Parce qu'il faut quand même une sacrée information. Hein. C'est ce que j'appelle l'information à un niveau total d'information. Voilà, l'accès à un niveau total d'information. C'est des choses comme ça que j'entends. Et tu sais que la même année, il y a eu un cas à côté d'ici, là, à Vaugrenier, qui est un immense parc, hein, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, un parc gigantesque qui est un peu après Cannes, entre Cannes et Antibes. Et le témoin, en pleine nuit, a vu un être à 25 mètres devant qui coupait la route, donc c'était une silhouette noire, et il a dit, on aurait dit un handicapé, il était tout déglingué, comme s'il avait un problème au niveau des jambes, on retombe, et il a sauté un fossé. Moi je peux te dire que j'y étais au fossé,
même à 20 ans et en courant à toute vitesse, je ne suis pas sûr que j'aurais pu le sauter, le fossé en question. Là, il est arrivé devant le fossé, il a fait un bond, il est passé de l'autre côté, il a longé une haie d'arbres et il s'est retrouvé pile devant le témoin qui était devant sa voiture. Et il est resté. Alors là, il s'est redéployé, il était assez grand, comme à Saint-Zénon, mais on voyait qu'une silhouette noire. Et ils sont restés comme ça, face à face, immobiles, 1 ou 2 minutes. Et le témoin, c'est pas n'importe qui, c'était un ancien commando de marine. Donc il avait un couteau dans sa poche, il avait peur, c'est sûr, mais en même temps, il se disait, saute un peu là, et puis tu vas voir, on va s'expliquer. Et puis à un moment, il a eu vraiment trop peur, il a glissé le long de sa voiture, il est passé côté conducteur, il est parti à toute vitesse, et dans le rétro, il a vu que l'être était toujours là, droit, immobile, sans bouger. Alors, il n'y a pas eu d'ovni observé, hein, encore, dans cette histoire. Alors, là aussi, tu peux inventer une histoire et dire, il y avait un fou qui se baladait, il y avait des vendeurs de drogue qui ont joué un jeu pour faire peur aux témoins. Enfin, tu peux inventer un tas d'histoires, hein, mais c'est la même année que Saint-Zénon et ça se ressemble beaucoup quand même. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà, d'un point de vue ufologique, tu t'interroges. Au cours d'une discussion en off, tu parlais de l'inconscience, que quelqu'un t'avait dit que tout ça c'était sujet à l'inconscience. Une projection de l'inconscient, bien sûr, oui. Alors peut-on parler, après ovni et conscience, d'ovni et inconscience? Quand Carl Gustav Jung écrit son livre Un mythe moderne, où il parle des ovnis, il parle de projection inconsciente. C'est lui qui est à l'origine de ça. Et si tu vas chercher dans l'histoire, je pourrais te montrer un livre que j'ai là, qu'aucun ufologue ne connaît, parce qu'il ne traite apparemment pas d'ufologie, qui s'occupe de l'apparition des diables dans les étables. Oui, il y a des légendes dans les Alpes comme ça. Oui, bien sûr, partout. Et c'est un livre qui date de 1950, qui est écrit par une psychanalyste. Et elle dit, tout ça est une projection de l'inconscience, c'est donc des psychoses spontanées induites par des projections de l'inconscient suite à des problèmes intrafamiliaux dans l'enfance. Tout est dit. Et comme je te le disais, j'ai entendu un discours récemment, très bien construit, très élaboré, très doux, où en 2 minutes, j'avais compris, hein, tout ça est une production de l'inconscient. Et quand tu leur dis, mais alors, comment se fait-il qu'il y a un tiers de témoins multiples et entre 13 et 15% de traces? Ah, alors là... Ouais, ça pose problème. Un grand moment de silence, un grand moment de solitude, mais ils retombent assez vite sur leurs pieds. Hein. C'est-à-dire que oui, bon, il faut encore le prouver. Voilà, il existe des hallucinations collectives, surtout s'ils se connaissent et qu'ils ont discuté ensemble après. Enfin, tu peux toujours trouver les arguments, et ça te renvoie évidemment à la vieille dichotomie. Hein. Voilà, hein, t'es de quel côté tu es, quoi. Il est très difficile d'être au milieu sur la ligne du rasoir. Et je dis souvent que métaphoriquement, l'ufologie, c'est quand tu rentres dedans, c'est une immense ligne droite avec des milliards d'informations là-dedans. Et petit à petit, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit jusqu'à devenir, même plus un petit chemin étroit dans une forêt, ça se réduit jusqu'à devenir un fil du rasoir avec le tranchant vers le haut, et tu fais de l'équilibrisme dessus. C'est ça. Ouais. Et de quel côté tu es sur tel cas? Parce que si tu es honnête intellectuellement, tu mets toutes les cartes que tu as sur la table, même celles qui ne te font pas plaisir. Et tu essaies de juger en tant qu'homme, en tant qu'intelligence analysant les choses. Voilà. Et ça il n'y a rien à faire. Hein, ça te met, en l'absence de preuves objectives beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus fortes, ça te met évidemment sur le tranchant avec un précipice des deux côtés. D'un côté, c'est l'absurdité. De l'autre côté, évidemment, ça résout tout de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet, comme je disais hier au dîner, l'argument de popularité, c'est-à-dire si une explication est populaire, elle est vraie. Ah, ça joue. Enfin, les gens suivent la popularité, alors que peut-être que de l'autre côté... Évidemment, ça joue énormément. Mais c'est ce qu'on appelle des préjugés aussi, parce que c'est ce qui est à l'origine des préjugés, qui est une forme de croyance, laïcisée. Évidemment, c'est laïque. Mais
tu tombes sur quelqu'un, toutes ces histoires, c'est des bêtises, ça n'existe pas. C'est un préjugé. Bon, c'est un préjugé de sceptique. C'est une forme de croyance, mais laïcisée. T'en sais rien si ça existe ou pas. Et si un jour ça te tombe dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Bon. Mais de l'autre côté, du côté ufologique, tu as les mêmes choses aussi. Ça existe, j'en suis sûr, même si j'ai jamais rien vu, ça existe. Mais t'en sais rien non plus. Il n'y a que si tu as vu réellement quelque chose d'important, pas une petite lumière passer dans le ciel, hein, un vrai cas. Ah, là tu te dis, ah, de quel côté je suis tombé là? Parce que maintenant, c'est plus comme avant. Là, j'ai été confronté, c'est de la phénoménologie. Hein, t'as le réel qui a fait irruption dans ta vie, parce qu'on ne vit pas dans le réel, jamais. Hein, jamais. Le réel, le vrai réel est tissé d'un tas de choses dont on n'a aucunement conscience. Donc, à un moment, le réel te rattrape. Ça arrive des fois dans la vie. Et qu'est-ce que tu fais là? Quelle position tu prends? Alors moi j'ai souvent vu ça, hein, sur des témoins, j'ai souvent vu ça. Par exemple, il y avait des gens extrêmement... ils te disent, moi je suis rationnel, sans savoir ce que c'est. Cartésien. Cartésien, oui. Cartésien. Ça ressort souvent. Cartésien, je suis papa. Mince, j'ai vu ça. Alors tu es avec ce gars, tu sens il est rigide, hein, tu dis, oh, moi j'ai vu ça, tata. Et puis il se laisse aller au bout d'un moment, parce qu'il faut absolument qu'il trouve un sens à ce qu'il a vu. Donc à un moment, le gars, je me souviens, c'était un chirurgien, il me dit, mais j'ai réfléchi, ce disque brillant qui est passé au-dessus de ma tête, là, en plein jour en plus, il me fait comme ça, et ben je pense que il y a des légendes sur l'Atlantide, et ben ils doivent être au fond de l'océan, et puis... Ça part loin, là. Non, mais t'as vu le niveau de bascule? Oui. C'est-à-dire que le gars, il était... et puis, il a vu ça, manque de bol, hein, ça lui est tombé dessus, ça arrive. Et hop, on est dans l'Atlantide, au fond de la mer, qui envoie des objets, on est dans Edward P. Jacobs, quoi. On est dans le... Voilà... dans la bande dessinée des années 50, tu vois. Et c'est pour ça que je leur dis des fois, parce qu'il y a des témoins qui m'écrivent, ils me disent, moi je suis très rationnel, je suis très ceci, je suis très cela, et je suis très perturbé par ce qui m'est arrivé. Alors, je leur dis, mais calmez-vous, prenez les choses tranquillement, vous n'êtes pas seul, vous m'en parlez, il n'y a pas de souci. Et j'essaie de les empêcher de basculer de l'autre côté. Parce que c'est pas bon non plus. Ouais, parce que tu délires après. Hein. Et oui, c'est du délire, ils s'en rendent même pas compte. Dans leur désir de donner un sens à l'événement, ils vont basculer complètement de l'autre côté. Il faut pas. Il faut essayer de... Il faut comprendre que ce qu'on appelle réalité, chacun peut avoir sa définition de la réalité, mais on ne connaît pas tout du réel. Et de temps en temps, le réel, il se rappelle à toi. Voilà, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive dans une vie. Donc c'est pas... voilà, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le monde est plus compliqué que ce qu'on pensait. La réalité est plus compliquée que ce que tu pensais. C'est une bonne nouvelle, je trouve. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors évidemment, si tu vis quelque chose de très traumatique, là évidemment, on rentre dans autre chose, hein, on est bien d'accord. Ça c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais il en va de même dans la vie. S'il t'arrive un événement très traumatique, tout le monde n'en sort pas indemne. Hein. Tu sais, bon. Et il y a des gradations, des graduations à l'infini dans ce domaine-là. Tu n'en sors pas toujours indemne, hein, de ce que tu peux vivre. Donc voilà, à la limite, il vaut mieux voir un ovni que subir certaines choses. Hein. Bon, donc voilà. Mais là aussi, tu sais, le serpent se mord la queue. Tu as un tas de cas, mais c'est vieux comme le monde, ça on connaît très bien en ufologie. Tu as des témoins qui ont vu des apparitions psy ou qui ont une certaine sensibilité de ce point de vue, qui ont fait une observation d'ovni. Et après, ça a continué, ils ont encore eu des phénomènes dits paranormaux, etc. Est-ce qu'ils ont vu l'ovni parce qu'ils avaient ces prédispositions psychiques, comme on dit, ou est-ce que les cas paranormaux qui sont arrivés après ont été déclenchés par la manifestation? Mais il n'y a aucune réponse à cette question, parce que le serpent se mord la queue, tu ne sais pas. Moi, je connais des gens qui ont vu des choses et qui ont eu après. Mais je suis incapable aujourd'hui de te dire. Ça tient à leur fameuse rencontre d'il y a 40 ans où ils ont fait cette rencontre il y a 40 ans parce qu'ils avaient cette prédisposition. Pierre Viroudy avait beaucoup... bon, alors Pierre Viroudy avait
une approche qui a fait scandale à l'époque, et on n'est pas obligé de la partager non plus. Hein. Je rappelle que Pierre Virodi voyait le phénomène OVNI comme un phénomène purement paranormal. Voilà, comme l'extension de ce qu'on appelle l'effet psy. Alors surtout en 70, je te dis pas la levée de bouclier. Alors je ne partage pas hein, cette façon de voir, mais il s'était heurté au même problème. Et dans le livre, on voit bien qu'il y a un moment, il dit, voilà, j'ai vu 10 personnes qui avaient vu des ovnis, et toutes avaient le même profil, ils avaient une sensibilité psy, il leur était arrivé un tas de choses sur le plan du psy. Et dans son esprit, on voyait bien que c'est ce qui avait induit l'observation d'ovnis. Je te remercie d'avoir répondu à des questions concernant des cas d'observation cités dans ton dernier livre, Apparition mondiale d'humanoïdes. Mais j'aimerais revenir sur un effet que tu parles souvent dans les interviews, dans les rapports d'enquête ou même les commentaires de cas d'observation. Je veux parler de l'effet dose. J'aimerais bien savoir quand a-t-on commencé à s'intéresser à cet effet? On parle d'effet dose, par exemple, à partir de Jenny Randles, donc c'est début des années 80, donc ça fait 40 ans. Bon. Ah oui, je reçois souvent cette question. Ouais. Pourquoi on l'a nommé effet dose? C'est à cause du magicien dose? Oui, oui, du magicien dose, parce que l'environnement sous cloche se modifie, la route qui était remplie de voitures tout d'un coup devient déserte, etc. Donc voilà, apparemment, si tu lis les auteurs anglo-saxons, l'effet dose serait une des choses les plus répandues, serait devenu vraiment répandu et serait peut-être même là depuis longtemps, sauf qu'on n'avait pas vu comme d'habitude. Bon, d'accord. Est-ce vraiment ce qu'on pense? Ou alors est-ce que, parce que quand on observe quelque chose, on est fasciné par ce qu'on observe, oui. Et l'extérieur, on s'en fout, quoi. Oui, ça capte ton attention. C'est ça. Mais là l'effet dose, c'est un peu particulier. C'est des observations rapprochées, la plupart du temps. Donc automatiquement, il y a de l'information qui se structure dans ce qui est vu, dans la scène, dans la séquence. Ça implique souvent des témoins multiples dans des voitures. Bon, voilà. Dans le livre, le premier cas, c'est 76. Mais il y a certainement eu des cas avant, hein, mais bon. Voilà. Donc, en gros, ça fait 40, 50 ans qu'on a la puce à l'oreille, on va dire, hein, pour ces trucs-là, que les anglo-saxons en parlent, que voilà. Tu sais, dans toute discipline humaine, il y a toujours une méthodologie. Tu vas du général au particulier. Quelles sont les données générales? Alors, tu poses une question simple. D'accord, ça fait 50 ans qu'on reçoit des informations dans ce qu'on appelle cet effet dose, ou ce que Joël Ménard appelle l'effet coton, etc. C'est la même chose. On peut se poser du général au particulier. La première chose, tu regardes les grandes données. Donc cet effet dose a l'air vraiment quelque chose qui a fait irruption comme ça, il y a 40-50 ans. Eh bien, première question, quel est le taux statistique de l'effet dose dans les rencontres rapprochées? C'est la première chose à savoir. Ça fait 50 ans. Tu es capable de répondre à cette question? Non. Tu as eu entre les mains une étude, même à minima, statistique, avec une idée de ce que ça pourrait représenter dans les rencontres rapprochées? Pour le moment, c'est surtout du recueil de témoignages. Ouais, mais ça fait 50 ans que ça dure. Oui. Et personne, et la réalité, tu as raison, t'as pas vu passer ça parce que ça n'existe pas. Ou alors, ça existe, mais on ne sait pas. C'est possible, mais je ne crois pas. Donc, on ne sait pas quel est le taux de l'effet dose dans les rencontres rapprochées. C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est une question qui m'a un peu tarabusté. J'en ai parlé avec différents chercheurs. Il y a une sorte d'accord qui s'est fait entre 15 et 20%. Ouais, bon. C'est approximatif. Ah ben c'est à la louche. À la louche. Donc c'est pour ça, dans le livre, j'ai parlé, dans la démonstration, si tu veux, j'ai parlé, j'ai avancé ça, j'ai dit, bon, admettons 20%, mais on observe les mêmes effets dans l'ensemble des rencontres rapprochées. Donc qu'en est-il pour les 80% restants? Parce que l'effet dose, ce qu'on appelle effet dose, est en fait une déformation temporelle locale induite par le phénomène. Là-dessus, on a fait un séminaire avec Philippe Guillemant qui nous a montré ça au tableau. Tous les symptômes décrits par les témoins montrent que c'est ça. Voilà. Et il nous a expliqué comment ça pouvait marcher, etc. Bon, très bien. Mais qu'en est-il pour les 80% restants? Parce que
l'effet dose peut expliquer l'élusivité, évidemment, s'il y a une modification temporelle, il est évident que il ne peut rien arriver. Hein, c'est le phénomène qui guide du début à la fin la manœuvre et on ne peut rien faire. Mais 20%, d'accord, il reste 80% des cas. Qu'est-ce qui se passe dans les 80%? Est-ce qu'il y a un effet dose dont on ne se rend pas compte? Ou est-ce qu'il y a une autre action sur le temps? D'où ce que j'ai proposé, de l'information en post-événementiel. Parce que c'est... On navigue là dans les mêmes eaux. Enfin, ce que je voulais dire ici, c'est que ça fait 50 ans que ça dure et on n'a toujours pas un début de commencement d'études disant, ben, je pense que sur les RR1, 2, 3, il doit y avoir 10%, 15%, 20%, 30% d'effet dose si je me porte sur l'échantillon de témoignages que j'ai pris en compte. Ben, ça n'existe pas. Donc, tu ne peux qu'en conclure que ça manque de boulot, que ça manque de travail quand même, tout ça. Hein. C'est un peu de l'amateurisme, c'est un peu... Mais n'empêche, je pense que si ce truc-là était arrivé dans les années 70, tu aurais vu des gars qui allaient au charbon, hein. Ils t'auraient sorti à la fin une étude qui valait ce qu'elle valait, hein. C'est pas... Mais tu aurais un petit début de commencement de base pour dire, bon ben voilà, dans les rencontres rapprochées, il semble que le contexte soit affecté par un effet dose dans 15% des cas. Mais on n'a pas. On n'a pas. On est obligé d'être à la louche. Donc, supposition sur supposition sur supposition, c'est sûr qu'à l'arrivée, c'est pas très crédible. Hein. Comprends bien. Mais c'est comme ça. C'est un exemple que je te donne. Eh bien, je te remercie d'avoir partagé cet exemple-là aux ODH Notes, auditrices et auditeurs. Concernant l'effet dose, nous en reparlerons au cours de prochaines vidéos sur les RR3 et les RR4. Pour ces mots de la fin, je tiens tout d'abord à te remercier pour tout le travail que tu as réalisé, que tu réalises et que tu réaliseras encore en ufologie française et mondiale. Mais revenons sur ton premier livre qui s'intitule « Apparition d'humanoïdes ». Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, tout comme ceux que tu as publiés par la suite, c'est qu'à la fin, il y a des statistiques. Oui, c'est la première fois en France qu'il y avait vraiment des statistiques, et je l'ai relu il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'en général je me relis jamais. Hein. Tu sais, je suis artiste, donc une œuvre que tu finis, tu y mets le meilleur de toi-même, et puis ça part, ça t'échappe. Oui. Donc je reviens... Si tu es perfectionniste, tu n'aimes pas ce que tu as fait. Exact. Voilà. Donc j'y reviens pas. Mais là, je l'ai relu pour certaines raisons il y a 2-3 ans, et j'avais été surpris de voir que, bon, finalement, la typologie, elle tenait encore un peu la route, elle tenait pas mal la route, que les informations que je donnais, je pouvais les comparer à d'autres choses au plan mondial, ça tenait la route. Il y avait de l'information dont on peut se servir. Alors après qu'on s'en serve ou pas, c'est une autre histoire. Mais et ça m'a fait plaisir. Je me dis, ah tiens, quand même, j'avais fait les choses sérieusement, enfin le plus sérieusement possible. Parce que c'était vraiment pas facile, hein, déjà à l'époque. Hein, c'était un peu autrement qu'aujourd'hui. Comme il y avait des cas, il y avait une bagarre pour avoir les cas, les gens se volaient les cas l'un aux autres, enfin c'était... et se les attribuaient évidemment. Donc c'était... Ils ont oublié que c'était le témoin à la base. Hein. Oui, oui, voilà. oui. Non mais ça, ils s'en fichent de ça. Ce qui compte, c'est mettre leur nom dans un livre. Donc, et piquer l'enquête aux copains en disant que c'est eux qui ont fait l'enquête, tu vois, c'est le genre de truc. À l'époque, c'était le sport national en ufologie. Mais bon, peu importe, pourvu que l'information circule, je veux dire, la statistique, elle est là, on peut la contester plus ou moins, mais elle te donne quand même une base, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Bon, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles, et c'est ce que je disais précédemment, hein, quand je parlais, par exemple, de l'effet dose, où j'aimerais bien avoir une statistique, même à minima, sur l'effet dose. Combien d'apparitions rapprochées sont concernées par l'effet dose. Mais c'est vrai que les éléments objectifs sont très rares en ufologie. Hein. On a affaire quasiment à du témoignage humain. Donc, quand on a l'expérience aidant, parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans faire des erreurs. D'ailleurs, tu n'apprends que de tes erreurs. Bon. Et c'est vrai pour les enquêtes, c'est vrai en ufologie. C'est vrai. Il y a un tas de gens qui critiquent, mais tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Rien. C'est sûr qu'ils ne risquent pas de se tromper. Voilà. Quand tu fais, des fois tu fais des erreurs à ton corps défendant, bon,
Mais le tout, c'est d'apprendre de tes erreurs, de corriger, puis de t'améliorer. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux, on travaille sur une matière qui est en grande partie mythique. Et donc, il faut essayer de voir un peu cette matière, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il y a. Alors, je reconnais que de l'extérieur, on peut penser que tout est mythique. Mais quand tu as vu toi-même des choses ou que tu as été en contact avec des témoins qui ont vécu ça, ça change complètement la donne. Et c'est ce qui sauve finalement. Parce que moi, les témoins que j'ai eu la chance d'enquêter 7 ou 8 RR3, à une époque où c'est vrai, il y en avait plus. Et puis, moi, il y a des témoins, je suis encore ami depuis plus de 40 ans avec eux, et on en parle encore, et ils s'interrogent encore sur ce qu'ils ont vécu, et tu vois que c'est pas du pipeau, quoi. Donc tu te dis, il y a bien une base, même noyée dans un brouillage humain extraordinaire, mais il y a bien une base réelle là-dessous, où les témoins ont vu ceci. Donc c'est ça qu'il faut, il faut arriver à extirper ces cas qui sont correctement enquêtés, où il y a de l'information, qui sont fiables. C'est ça qu'il faut extirper et travailler sur cette information. Voilà, j'avais cette idée du départ, hein, donc je l'ai toujours aujourd'hui, c'est pour ça que ça n'a pas changé réellement. Eh bien Eric, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions concernant ton dernier livre, Les apparitions mondiales d'humanoïdes, publié en septembre 2018, mais également sur tes différentes recherches. Je te réponds toujours, hein, tu le sais, tu es le bienvenu ici. Ah, mais je pense que je te reverrai en 2019. Ah oui, ça c'est sûr. Un second entretien. C'est sûr. Et puis je te remercie beaucoup, encore une fois. Merci à toi Gilles pour tout ce que tu fais. Et puis Et bonjour à tous. et puis à bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.